Bonjour tout le monde. On va prendre quelques minutes juste pour attendre peut-être les retardataires. On va se laisser 2-3 minutes et puis ensuite on pourra lancer le webinaire sur les 50 ans du dépistage néonatal et les nouveautés à venir. Donc je vous propose de patienter encore 2-3 petites minutes et puis ensuite on lancera le webinaire. Voilà, alors, comme prévu, on va commencer à peu près à l'heure. Les retardataires nous prendront en route. Donc, merci de vous être connectés pour cette soirée sur les 50 ans du dépistage néonatal et les nouveautés à venir. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table. J'aimerais avant tout peut-être introduire le sujet. Il nous a été soumis par le Centre régional de dépistage, puisque cette semaine, c'est la semaine des festivités, si on peut dire, des 50 ans du dépistage néonatal, et ça nous semblait particulièrement pertinent, dans le cadre de l'URPS médecins libéraux et sages-femmes, de pouvoir refaire un petit peu un historique et un point sur ce dépistage néonatal qui est fondamental. Donc, on remercie
le docteur Karine Mention et Maxime Houdaillé de venir faire cette présentation chez nous ce soir. Donc Karine Mention, c'est le médecin responsable du Centre régional de dépistage néonatal des Hauts-de-France. Ça nous fait plaisir parce qu'elle est pédiatre et comme vous le savez, moi aussi je suis pédiatre, donc voilà, c'est très intéressant de la recevoir ce soir. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer le tour de table par le docteur Mention et puis chaque participant se présentera et on enchaînera sur le diaporama. Merci Frédéric. Donc, en effet, moi, je suis docteur Mention. Je suis ici en tant que responsable médicale du CRDN Hauts-de-France et je suis aussi pédiatre et je m'occupe également des maladies héréditaires du métabolisme au CHU de Lille. Bonjour à tous, Maxime Houdaillé, je suis le coordinateur administratif du CRDN rattaché au CHU de Lille. Bonsoir, docteur Bazerbe. Ce soir, je serai le modérateur. Je présenterai vos questions au docteur Mention. Bonsoir, Audrey Lecoq, vice-présidente de l'URPS Sage-Femme. Voilà, du coup, qu'on a fait un tour de table, on va pouvoir y aller. Karine, je te laisse la parole. Merci. Alors, merci à l'URPS médecins libéraux et sages-femmes de nous avoir accueillis pour venir en effet vous présenter l'actualité du dépistage néonatal en cet anniversaire des 50 ans. On va en effet ce soir vous présenter l'histoire, ce que ce dépistage a permis depuis toutes ces années et puis aussi les nouveautés très prochaines à venir. Petite précision, j'ai oublié de le dire, si vous voulez nous interpeller pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit item questions. On essayera de faire vivre ça au cours de la soirée, donc on interposera vos questions quand elles vont arriver tout au long de la présentation. Voilà, donc n'hésitez pas sur le petit onglet sur le côté à votre droite. Alors, le déroulé de la présentation, on va repartir des critères historiques du dépistage néonatal pour que vous puissiez avoir cette information et puis comprendre comment arrivent les nouvelles maladies à venir. On fera un petit rappel de l'historique et puis un point sur les maladies dépistées aujourd'hui. Comment on les dépiste, pourquoi on les dépiste et ce qu'a donné le dépistage depuis 50 ans. On vous rappellera les étapes du dépistage biologique. On fera un petit paragraphe sur le dépistage de la surdité permanente néonatale, qui est donc un dépistage néonatal hors biologie avec le test de Guthrie. Et puis, on vous donnera quelques scoops sur les maladies à venir. Donc, les critères du dépistage néonatal, en fait, vous voyez, on est toujours basé sur les critères de Wilson qui datent de 1957, donc de vieux critères, mais qui sont importants à prendre en compte. On considère qu'une maladie peut être dépistée si elle n'est pas cliniquement parlante en période néonatale pour en prévenir l'apparition ou l'évolution. Et puis, une action de dépistage, si elle ne débouche pas sur un bénéfice démontré pour les individus d'une population de référence, elle n'aurait aucune légitimité ni raison d'être. Donc, l'objectif principal et primordial du dépistage néonatal doit rester le bénéfice immédiat et direct pour le bébé malade. Et donc, dans les grandes discussions aujourd'hui éthiques, si vous avez entendu parler de certains dépistages par génome aux États-Unis, en France, aujourd'hui, on tient à ces valeurs d'impact direct sur le bébé malade et pas de présymptomatique ou de dépistage de maladies qui n'auraient pas de traitement efficace à mettre en place, avec des critères d'égalité, d'efficacité et d'utilité. Donc, une maladie est dépistable si elle est sévère, si elle n'est pas évidemment reconnaissable cliniquement à la naissance, si elle a un traitement efficace s'il est instauré précocement. Il faut que la fréquence soit suffisante et vous verrez que sur ce critère, il y a des modifications qui sont en train de se mettre en place. Il faut que le marqueur soit pertinent. En effet, il faut qu'on ait un dosage facile et qui est répétable comme élément de dépistage. Et il faut que la technique soit simple, robuste, avec un programme acceptable pour tous, pour les médecins, pour les enfants et pour la population en général.
Alors, l'historique du dépistage, si on repart du premier dépistage mis en place en France, vous voyez que le dépistage était initialement réalisé pour la maladie qu'on appelle la phénylcétonurie. Alors, cette phénylcétonurie, c'est une maladie rare que peut-être vous n'avez jamais vue, que peut-être vous aurez dans le suivi des patients que vous aurez à prendre en charge, mais de façon rare, en effet. Et donc, avant 1965, cette maladie était une maladie très grave sur le plan neurologique. Vous voyez cette photo d'une patiente atteinte de phénylcétonurie décrite par Folung en 1934. Donc, c'est une ancienne maladie. Et c'était un nouveau-né qui était normal à la naissance et qui développait progressivement un retard psychomoteur sévère, avec un diagnostic qu'on appelait à l'époque l'oligophérénie phénylpyruvique, pour laquelle il n'y avait pas de traitement. Les adultes non dépistés et non traités sont des adultes avec des troubles du comportement majeurs qui sont en institution, avec un retard et une déficience sévère. Alors, l'historique, c'est que dans les années 50 et 60, vous avez M. Bickel et M. Guthrie. Donc, M. Guthrie, l'inventeur du papier buvard sur lequel on fait les prélèvements du test de Guthrie, qui ont émis l'hypothèse que cette phénylcétonurie, elle pouvait peut-être être traitée, si on la traitait très tôt, pour diminuer la quantité de phénylalanine. Donc, la phénylalanine, c'est un acide aminé qui est toxique pour le développement cérébral. Et comme ils ont compris la physiopathologie de la maladie, ils ont émis l'hypothèse que si on retirait cette phénylalanine de l'alimentation de l'enfant, le nouveau-né serait, celui qui serait atteint serait repéré par le test de Guthrie en mesurant la phénylalanine sur ce petit buvard, et puis il aurait un régime pauvre en phénylalanine, et puis il aurait un développement peut-être normal, et puis ce serait peut-être un enfant normal et peut-être un adulte normal. Ça, c'était les hypothèses des années 60 par ces deux médecins. Après ça, M. Fario, donc à qui on doit le dépistage en grande partie en France et surtout à Lille, qui a été le pionnier du dépistage. Lille a été pionnier en 1971, avant la généralisation du dépistage en France, qui date de 1972. Eh bien, ce modèle a été repris puisqu'on a vu qu'en effet, on protégeait d'une atteinte neurologique sévère ces patients qui étaient mis au régime. Et donc, le dépistage, il a été mis en place, vous voyez, en France dans les années 70. M. Fario était le fondateur de l'association régionale pour la prévention et le dépistage du handicap de l'enfant. Vous voyez, pendant de nombreuses années, il a été président de l'association française. Et puis, tout le dépistage a été mis en place initialement par, vous voyez, l'ensemble des médecins qui sont cités ici, professeur Frézal, initialement grâce au financement du mécénat du laboratoire des eaux d'Évian, puisque ça n'a pas été un dépistage pris en charge par l'État initialement. Alors, l'historique, ça s'est ensuite étayé assez progressivement, puisque pour les 50 ans cette année en 2022, depuis 1972, vous voyez que d'autres maladies ont été rajoutées au panel de dépistage. Donc, la phénylcétonurie en 72, puis l'hypothyroïdie congénitale, puis la drépanocytose. Je vais revenir sur chacune des maladies ensuite. Puis l'hyperplasie congénitale des surrénales, puis la mucoviscidose, la surdité qui est un dépistage un peu à part parce qu'elle n'est pas biologique, et puis la toute dernière qui date de décembre 2020, qui est le déficit en MCAD. Alors vous voyez qu'il y a des maladies pour lesquelles la prise en charge nécessite une prise en charge en urgence, la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie, l'hyperplasie des surrénales, et puis les autres, et MCAD, et d'autres pour lesquelles la prise en charge est un peu moins urgente. Alors, pendant ces 50 ans de dépistage néonatal en France, vous voyez, les chiffres sont parlants, c'est-à-dire que depuis 50 ans, le dépistage néonatal a permis de dépister 28 000 enfants malades qui, s'ils n'avaient pas été pris en charge en période néonatale, auraient probablement eu des complications majeures de leur maladie sans traitement. Alors, juste une petite information sur laquelle nous, on va rester vigilants, c'est que historiquement, le dépistage néonatal était plutôt facilement accepté par les gens. Et puis, vous voyez que depuis en 10 ans, on a en fait alors un nombre de refus qui reste très faible pour la réalisation du test de Guthrie, mais quand même une augmentation du nombre de refus des parents. Alors peut-être parce qu'on va le voir, on demande un consentement génétique, notamment pour la mucoviscidose. Je vais vous réexpliquer un petit peu ses particularités. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on est vigilant et pour lequel on doit sensibiliser les équipes de maternité pour bien expliquer aux parents l'intérêt de ce dépistage.
Ces refus, c'est des refus nationaux. J'ai l'impression que les chiffres, c'est des chiffres nationaux. Oui, oui, bien sûr. Oui, ce sont les chiffres nationaux. Donc, ça reste très anecdotique. Mais en 10 ans, on voit quand même que ça a été multiplié par presque par 3 ou 4 là. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on doit on doit se préoccuper de ce fait-là. Alors, si on parle des maladies dépistées aujourd'hui par le test de Guthrie, on va d'abord parler des maladies dépistées sur le plan biologique. La première, donc historiquement, la première dépistée, c'est la phénylcétonurie. Donc, vous voyez que cette phénylcétonurie, en fait, c'est une maladie par déficit enzymatique. L'enzyme, la phénylalanine hydroxylase, est déficiente chez ces patients, ce qui va entraîner une augmentation importante de la phénylalanine dans le sang et dans le cerveau, et que cette phénylalanine élevée dans le cerveau est toxique pour le développement de l'enfant, surtout du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent, mais on voit aussi qu'elle est encore délétère chez les adultes si elle est à un taux élevé. Donc sans traitement, on l'a vu, c'est un retard mental sévère. C'est une maladie génétique, donc autosomique récessive. Elle est rare, vous voyez que c'est 1 sur 12 000 cas en France à peu près. Et puis, elle a eu un pronostic, on vient de le voir, transformé grâce au dépistage précoce et surtout au traitement précoce de ces patients. Alors, la phénylcétonurie, comment on la prend en charge? La phénylalanine, c'est un acide aminé qui compose les protéines de l'alimentation. Donc, ces enfants vont avoir, dans la forme la plus classique et sévère, un traitement diététique avec un régime qui est contraignant, très restrictif sur le plan des protéines de l'alimentation, avec une compliance qui est parfois difficile. On va contrôler leurs apports en phénylalanine, donc en protéines naturelles. C'est des enfants qui ne mangeront jamais de viande, de poisson, d'œufs, de pâtes, de fromage, de yaourt. Donc, c'est des véganes avant l'heure. Alors, ce ne sont pas des véganes, mais on peut en reparler si vous voulez. Donc, restriction de protéines de l'alimentation, mais très large, même plus que vegan. Des produits hypoprotidiques qui sont là produits par les laboratoires pharmaceutiques, donc qui sont sans protéines, qui sont des pâtes sans protéines, du pain sans protéines, des œufs sans protéines. Et puis évidemment une supplémentation en acides aminés, donc ça ce sont des produits industriels qui contiennent tous les acides aminés des protéines sauf la phénylalanine et qui permettent de pouvoir faire une synthèse protidique, avoir une croissance évidemment normale. Et dans ces mélanges d'acides aminés, on a également tous les micronutriments et les vitamines nécessaires au bon développement de l'enfant. Certaines formes sont moins sévères, elles sont parfois sensibles à une vitamine, au cofacteur, le BH4, mais ce sont les formes les moins sévères qui peuvent être sensibles. Donc ça, c'est vraiment une particularité et en fréquence moins importante. Donc, on a une question sur le régime et sur jusqu'à quel âge? J'imagine que ça arrive juste après. Voilà, donc je vais en parler là, mais on peut en discuter sinon. Mais alors, en effet, cette phénylcétonurie, la prise en charge, elle a beaucoup changé ces 20 dernières années. Il faut savoir qu'au début, on disait dans les années 70, le cerveau de l'enfant est en développement pendant 5-6 ans. Donc, on laissait le régime pendant 6 ans et puis on considérait qu'après, on pouvait élargir l'alimentation et les enfants pouvaient manger normalement. Donc, ça, ce sont les enfants qui sont des adultes d'aujourd'hui d'une trentaine d'années. Et puis, en fait, on s'est rendu compte à chaque étape d'arrêt du régime que ces enfants qui scolairement étaient plutôt bien jusqu'à l'entrée au CP, quand on a arrêté le régime, finalement après c'était compliqué. Après on a fait jusqu'à l'entrée au collège et puis finalement après le collège, la scolarité au collège était compliquée puisque finalement ce taux est toxique et continue d'entraîner des dégâts au niveau cérébraux. Alors vraiment le régime très strict, vous le voyez sur la diapo, c'est jusqu'à 12 ans. Donc tout ça, ça a été élargi ces dernières années et aujourd'hui, on recommande de suivre les adultes, alors que ça, c'est quelque chose d'assez récent. Le dernier PNDS, il date de 2018. Vous voyez, il a été remis à jour avec les recommandations américaines et européennes. Et donc, aujourd'hui, le régime, il est très, très strict jusqu'à 12 ans. Donc, avec la restriction dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, à l'adolescence et à l'âge adulte, on élargit un peu, mais vous voyez qu'on garde un contrôle alors que ça ne vous parle pas, mais qui reste strict. Et en fonction de chaque patient, parce que là, vraiment, on fait de la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on adapte chaque régime à chaque enfant en fonction de sa tolérance. Mais en fonction de la tolérance, ça veut dire que rester à ces taux-là, ça veut dire que les adultes gardent un régime assez contraignant. Donc là, ça peut être quasi vegan, c'est-à-dire des pâtes normales, du riz normal, du pain normal, mais en tout cas, pas de viande, poisson, œufs.
Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que, vous voyez, ces recommandations, elles sont récentes et que on sait aujourd'hui qu'il est très important de suivre les adultes. On fait une étude d'ailleurs à Lille où on essaie de retrouver tous les adultes perdus de vue parce que il y a des adultes dans la nature qui ne suivent plus le régime parce qu'on leur avait dit il y a 20 ans ou 30 ans qu'on ne les suivrait plus. Et on se rend compte que certains patients reviennent avec des troubles neurologiques, une cécité, des troubles, une paraparésie spastique, ou qui sont réversibles à la reprise du régime. Et donc, ce qu'on essaye de faire, et donc là, je suis contente de pouvoir parler, de passer ce message, c'est que les adultes qui ont une phénylcétonurie, alors, se souviennent qu'ils ont une phénylcétonurie. Parfois, c'est difficile, c'est un peu occulté, et donc on a des femmes pour qui on a eu du mal à avoir cette information vers 35 ans. Eh ben, il faut les inciter à reprendre le suivi en contactant le centre de référence de Lille pour qu'ils puissent être revus par un médecin, qu'on leur redonne un peu les explications du jour et les nouvelles recommandations et qu'on puisse les aider à être mieux suivis en tout cas. Et puis attention pour les grossesses des femmes avec une phénylcétonurie, puisque ces femmes qui ont une phénylcétonurie doivent, avant de débuter un projet de grossesse, absolument reprendre un régime strict, aussi strict que pendant l'enfance. Sinon, eh ben, le bébé in utero, lui, il va baigner dans un taux de phénylalanine qui va être toxique pour son développement. Ce sont des bébés qui ont des malformations cardiaques, microcéphalie ou des interruptions de grossesse. Donc là aussi, les femmes, alors aujourd'hui, les femmes qui ont l'âge de procréer 20-25 ans, normalement, elles sont maintenant dans le suivi et on les perd pas de vue et elles suivent le régime. Voilà, et le travail, c'est de faire tout ça avec une croissance et un développement parfaitement normal, puisque ces patients vont, quand le régime est bien suivi, parfaitement bien avec cette restriction. Donc, vous voyez que la phénylcétonurie, en fréquence, c'est une maladie rare. Phénylcétonurie classique, c'est ce qu'on appelle PCU. Si on se base sur celle-là, on a dans les Hauts-de-France depuis les années 70, 300 patients, donc 1 sur 12 000. Si on regarde la carte de France pour la phénylcétonurie classique, donc ça, ce sont les données du Centre national de dépistage néonatal, le CNCDN, qui collecte toutes les informations depuis toujours, puisque le dépistage permet un registre très précis du suivi des patients. Et bien, on voit que la région Hauts-de-France est une région où la phénylcétonurie classique, en tout cas, est plus importante que dans le reste. Le sud de la France a plutôt des formes de phénylcétonurie un peu moins sévères. Alors, deuxième maladie dépistée sur le buvard, c'est l'hypothyroïdie congénitale. Donc, le papier buvard, lui, il permet de dépister des hypothyroïdies périphériques dans 90% des cas. Ectopie, athyréose, hypothyroïdie avec glande en place ou des hypothyroïdies qui ne seront pas typées. Donc là, le marqueur, c'est la TSH et les enfants sont vus le jour du résultat transmis par le laboratoire en hôpital de jour. Ils vont avoir une échographie thyroïdienne, une scintigraphie et une biologie thyroïdienne. C'est une urgence thérapeutique. On considère que pour éviter les répercussions neurologiques, les enfants doivent être traités avant J10 avec un traitement qui sera à vie, qui est facile, puisque ce sont des hormones thyroïdiennes par rapport au régime aussi contraignant dont on vient de parler. Alors, surtout jusqu'à l'âge de 3 ans, mais un traitement qui doit être mené à vie et aussi maintenu pendant les grossesses. Alors, pour vous donner un exemple de ce que peut donner la scintigraphie thyroïdienne, vous voyez qu'elle permet de regarder assez facilement s'il y a une ectopie complète ou s'il y a une hypoplasie de la glande thyroïde ou une athyréose complète. En ce qui concerne l'hypothyroïdie congénitale, vous voyez qu'on a plutôt majoritairement ectopie ou glande en place et que la fréquence pour les Hauts-de-France, 1 sur 2950 avec 1185 patients dépistés depuis la mise en place du dépistage de l'hypothyroïdie congénitale avec la TSH. Et ici, c'est la répartition sur le territoire de la fréquence de l'hypothyroïdie congénitale. Alors là, on n'est pas les plus forts. Les endocrinos posent la question de certains facteurs environnementaux pour les problèmes thyroïdiens. Je crois qu'il y a une étude qui va être commencée par Paris. Troisième maladie, l'hyperplasie congénitale des surrénales, donc toujours sur le plan endocrinien. Donc ça, c'est une maladie qui est liée à un déficit enzymatique en 21 bêta-hydroxylase. On a un marqueur, la 17-OHP.
Et donc, dans cette maladie, 2 formes cliniques qui sont là aussi une urgence thérapeutique. Soit c'est un syndrome de perte de sel, soit c'est une forme virilisante pure. Et donc, ces 2 formes auront besoin d'une prise en charge en urgence avec un traitement à vie, parfois complexe. Simplement pour l'hyperplasie congénitale des surrénales, pour les personnes qui travaillent en maternité un peu plus, en fait, au départ, initialement, on faisait des dosages également chez les prématurés. On avait plein de faux positifs. Donc, ce dosage a été arrêté en mars 2018 chez les prématurés. Alors, le blocage enzymatique, il est ici, sur la voie de synthèse des corticoïdes, des hormones surrénaliennes, et donc entraîne par déficit un défaut de synthèse d'aldostérone et de cortisol, ce qui va entraîner le syndrome de perte de sel avec des bébés qui risquent très vite de se déshydrater, même parfois avant le résultat du test de Guthrie. Donc là, c'est également une urgence. Et puis, par augmentation de la 17-OHP, on a une déviation vers la voie plutôt de la synthèse d'androstendione et de testostérone qui va entraîner la virilisation. Donc ça, ce sont les photos de virilisation de petites filles qui sont imprégnées d'hormones mâles précocement et qui peuvent aller jusqu'à un Prader-5, vous voyez, qui ressemble avec des bourses mais sans testicules, ce qui rend très important l'examen du nouveau-né à la maternité afin de vérifier si tout aspect d'organes masculins sans testicules doit faire évoquer ce diagnostic. Donc, les 2 urgences, c'est de diagnostiquer l'insuffisance surrénalienne et son risque de collapsus avec perte de sel et en dosant les stéroïdes, et puis de déterminer le sexe de l'enfant avec une assignation du sexe qui doit être faite avant 7 jours ouvrés. Alors, l'hyperplasie congénitale des surrénales, vous voyez que c'est la plus rare des maladies dépistées, avec une fréquence de 1 sur 20 000 à peu près. Dans les Hauts-de-France, depuis la mise en place du dépistage, 110 malades, avec plutôt, vous voyez, 199 formes classiques avec perte de sel et de façon plus exceptionnelle, les formes virilisantes. Voilà la répartition sur le territoire français avec les incidences. Là encore, la région des Hauts-de-France est en la moyenne. Alors, on change de répertoire avec une maladie plutôt hématologique qui est la drépanocytose. Donc, la drépanocytose, vous connaissez, une maladie hémolytique chronique avec 3 types d'accidents aigus. Donc, tout ça, c'est tout ce qu'on veut prévenir. L'anémie grave, les infections bactériennes graves et les accidents ischémiques vaso-occlusifs. C'est la première maladie en termes d'incidence dépistée en France. Alors là, la première particularité, l'entorse aux critères de Wilson, c'est qu'on a vu tout à l'heure que le dépistage devait être égal pour tous. Et en France aujourd'hui, ce dépistage, il est ciblé en fonction des origines de l'enfant. Alors, du coup, la fréquence de ce test, de la réalisation du test dépend des régions. C'est 60% en Île-de-France et 4% en Bretagne. Et la question, c'est faut-il généraliser le dépistage et le faire sans ciblage? Il semble qu'aujourd'hui, l'HAS a répondu qu'il fallait généraliser le dépistage de la drépanocytose. Donc ça, c'est l'avis de l'HAS. Ça veut dire que ce n'est pas encore demain, mais ça veut dire qu'on s'oriente grandement vers un dépistage généralisé de la drépanocytose. C'est sorti tout à l'heure. Et donc là, c'est l'hémoglobine S qui nous permet de faire ce dépistage. Donc, vous voyez que dans les départements, régions d'outre-mer et territoires d'outre-mer, ça date de 89 et c'est un dépistage généralisé. Et en métropole, le dépistage est ciblé et il date de 1995. Donc, les critères qui vont bientôt disparaître probablement. En effet, on insiste beaucoup quand on fait le tour des maternités pour redonner ces critères de dépistage qui ne sont pas forcément toujours connus. Les informations se passent d'une personne à l'autre et donc on essaie d'afficher ces critères dans les salles de garde des infirmières pour bien penser à tous ces facteurs qui doivent faire cocher la case de recherche de drépanocytose sur le test de Guthrie aujourd'hui ciblé. Donc, c'est si les 2 parents ou leur famille sont originaires d'un pays où la fréquence de la drépanocytose est importante, si un des parents est originaire d'un de ces pays et l'autre de l'Asie, si la maman est à risque et que le papa n'est pas connu, on considère à risque. Si un des parents a connaissance de l'existence d'une anomalie d'hémoglobine chez lui ou chez sa famille, on coche. Et si on a un doute, on coche.
on insiste sur le fait qu'il faut plutôt toujours cocher par excès que de ne pas cocher parce que… Alors, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui et c'est probablement pour ça que la généralisation arrive, c'est que c'est difficile parfois de demander aux gens leurs origines, est-ce qu'ils savent? C'est un peu délicat à ce jour. Et puis, avec le brassage des populations, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de cibler. Et donc, on avait l'association de patients militer pour ce dépistage généralisé sur des petites affiches qu'on voyait dans le centre de Lille ou dans la région depuis quelque temps. Alors, cette maladie, lorsqu'elle est dépistée, qu'est-ce qu'elle permet de faire et pourquoi on la dépiste? Qu'est-ce qui fait qu'ensuite, on a une espérance de vie qui est vraiment meilleure? C'est que dans les syndromes drépanocytaires majeurs, on va prendre en charge les enfants donc avant l'âge de 2 mois. Donc, vous voyez là, on n'est pas dans l'urgence de l'hyperplasie des surrénales ou de la phénicétonurie. On a 2 mois pour que les enfants soient vus en consultation d'hématologie pédiatrique. Ils vont avoir un schéma de prévention mis en place avec une antibioprophylaxie, avec de la pénivé en 2 prises par jour initialement, de l'acide folique, les vaccins avec vaccin pour le pneumocoque, vaccin pour l'ensemble des sous-types de méningite en raison de l'asplénie fonctionnelle qui est présente dès 2 mois. La grippe, vaccin annuel à partir de 6 mois en raison du syndrome thoracique aigu infectieux et le vaccin pour le coronavirus à partir de 5 ans. Avec des consignes de prévention, de l'éducation thérapeutique qui sera faite aux parents, surtout sur le risque infectieux. Donc, en fait, ce dépistage, il permet vraiment de mettre en place des mesures qui, cela a été prouvé dans différentes études, permettent d'améliorer la vie des patients et de limiter franchement la mortalité des patients qui étaient des patients qui pouvaient décéder précocement. Donc, l'intérêt est majeur. Et alors, quand on fait cette analyse par l'hémoglobine S, on peut aussi avoir un résultat d'hétérozygote, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas être malade, mais il va être porteur d'une hémoglobine anormale S associée à une hémoglobine normale. Et c'est une information qu'on a avec le dépistage et que l'on est censé transmettre aux familles pour qu'ils sachent que s'ils ont un enfant hétérozygote, les parents sont éventuellement porteurs, l'un ou les deux, et qu'ils sont à risque d'avoir de fait un enfant qui pourrait être malade. Et donc, cette information, elle est importante à donner aux familles qui en feront ce qu'ils veulent, s'ils veulent ou pas ensuite un dépistage ou un conseil génétique. Et donc, le Conseil d'État et la HAS avaient recommandé que cette information soit transmise aux patients. Alors, dans la région Hauts-de-France, historiquement, on transmet cette information au médecin généraliste qui suit le patient, ou en tout cas, dont les parents donnent l'information et les coordonnées sur le papier buvard. Et on s'est posé la question récemment pour savoir si on était réévaluer nos pratiques. Est-ce qu'on était suffisamment bon dans le passage de cette information? Et en fait, un interne de pédiatrie a fait une étude récemment pour regarder combien de patients étaient informés sur ce statut hétérozygote. Et en fait, on retrouve que seulement 30% des patients sont informés. Alors, par manque de temps probablement, par manque d'information aussi. On en avait discuté un petit peu. C'est sûr qu'on envoie au médecin traitant un résultat qui est transmis en fonction de l'organisation. Et donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on se remette en question aussi et savoir comment on peut améliorer ce passage d'information. Il y a un petit livret qui est fait pour les hétérozygotes qui, par contre, quand le médecin passe l'information, est utilisé pour donner les informations aux familles. Alors, pour la drépanocytose… Ouais. Oui, la question, c'est si jamais on avait cette forme d'hétérozygosie, alors bon, le problème se posera peut-être probablement moins si on fait un dépistage systématique, le fait de passer l'information, de toute façon, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, le dépistage sera fait, donc on les ratera pas, mais en attendant que ça soit généralisé, est-ce que si jamais on n'a pas l'info, on n'a pas le petit livret, etc., comment on fait pour l'avoir? Est-ce qu'on peut vous contacter? Comment ça se passe? Oui, alors bien sûr, du coup, alors on a mis à la fin les coordonnées du CRDN, puisque évidemment, on a toutes les brochures. Et pour tout, d'ailleurs, vous pouvez toujours contacter le CRDN. Il y a un secrétariat ouvert tous les jours du matin au soir. Et on a tout, on a les lancettes, on va y revenir pour faire les petits tests de Guthrie si vous avez besoin, les buvards, et puis les livrets d'informations pour la drépanocytose qui sont très bien faits, qui sont très complets, parfois peut-être un petit peu difficile à comprendre pour les parents, donc c'est sûr prendre le temps. La question, c'est est-ce que c'est
Alors nous, on aime bien associer les médecins traitants dans tout ce circuit, mais après, c'est trouver la façon dont la communication peut se faire le mieux. L'idée, c'est que, en fait, dire aux parents que leur enfant est hétérozygote doit normalement déboucher ensuite sur la recherche chez les parents de savoir s'ils sont tous les deux hétérozygotes ou pas, parce que dans ces cas-là, le risque, c'est qu'ils aient un enfant homozygote et malade. Après, peut-être certains ne veulent pas savoir, mais ça, après, que chacun soit libre. Mais en tout cas, qu'on passe cette information-là, on peut faire cette recherche s'ils le souhaitent. Et donc, tout ce que vous voulez comme document, vous passez un petit coup de fil, vous envoyez un mail ou un fax comme vous voulez et on vous envoie tout ça. On a des secrétaires hors pair très réactives, donc il n'y a pas de problème. Donc, pour la fréquence de la drépanocytose, ça, c'est le syndrome drépanocytaire majeur. Donc, c'est la forme grave de drépanocytose. Et en fait, en effet, oui, j'ai insisté sur le fait que plutôt cocher, donc ça va bientôt être terminé, mais par excès quand on a un doute ou quand on ne sait pas, parce qu'on a eu récemment, sur ces dernières années, des enfants qui arrivaient à 5-6 ans pour une pneumopathie sévère ou une anoxie sévère et qui étaient en fait liés à une drépanocytose qui n'avait pas été dépistée parce qu'on n'avait pas estimé qu'ils étaient à risque. Mais c'est difficile et c'est pour ça que probablement, voilà, ça va changer. Voilà, la fréquence, ça c'est la fréquence des malades parmi la population ciblée, hein, donc c'est plutôt la majorité quand même Île-de-France. Voilà, une autre maladie dépistée sur le papier buvard, c'est la mucoviscidose. Alors là aussi, on a encore une petite entorse aux critères de Wilson. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on dévie un petit peu, mais enfin, tout ça, c'est pour un bénéfice direct au nouveau-né. On a rajouté pour la mucoviscidose la biologie moléculaire. Pourquoi? Pour améliorer la sensibilité et la spécificité du dépistage, parce qu'on a un marqueur biochimique qui est la trypsine immunoréactive. Et avec ça, il y a beaucoup d'enfants qui sortent avec des trypsines élevées, qui seront des faux positifs. Et la biologie moléculaire, elle nous permet de réaiguiller le dépistage pour arriver à soit c'est sûr, l'enfant n'est pas malade grâce à la biologie moléculaire, soit on a des doutes et dans ces cas-là, l'enfant doit aller faire un test de la sueur dans un centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose, un CRCM, si on a un doute avec ces deux méthodes. Donc, c'est sûr que rajouter la biologie moléculaire, ça complique les choses pour l'information au moment du dépistage à la maternité. Ça veut dire qu'il faut expliquer aux parents, en effet, qu'on les fait signer. Donc, le test de Guthrie, on peut le faire sans accord écrit. Donc, du moment que les parents sont d'accord, on n'a pas besoin de faire signer. Et donc, ça c'est plus facile. La génétique de la mucoviscidose, on a besoin de l'accord signé des parents. Donc, il faut expliquer aux parents, en effet, qu'on va faire une recherche génétique, peut-être, si on a un résultat douteux, et ça permettra de rapidement arriver à une conclusion sur ce test douteux ou pas. Mais voilà, certains ont peur de signer, ont peur de la génétique, ont peur. Donc, je pense que ça, si pour les infirmières, elles voient qu'il y a une réticence, c'est important de faire passer le pédiatre derrière à la maternité qui réexpliquera l'intérêt majeur et qu'on ne regarde que cette partie-là et qu'on ne regarde pas le reste. Parce que vraiment, ça fait gagner du temps quand il y a un doute. Ouais, moi, je rajouterais par expérience de la maternité que ça peut arriver même qu'on dise aux gens, c'est pas grave, signez-le pas. Et si la trypsine elle est positive, on le fera. Vous le ferez dans un deuxième temps, vous déciderez, etc. Mais on va prendre du retard. Enfin, c'est ce qu'il faut être clair. Et en général, quand on signifie les choses de cette façon-là, les gens ils y vont quand même parce qu'ils ont bien compris que c'était juste dans un cadre très ciblé qu'on allait aller faire de la génétique. Donc oui, je renforce le message. Je pense que quand les gens ne veulent pas faire de test, c'est souvent une incompréhension sur le pourquoi du test. En général, on n'y passons pas forcément très longtemps d'ailleurs, mais en discutant 5 minutes et juste en expliquant précisément de quoi il s'agit, moi, j'ai jamais eu de refus après explication. Oui, je suis d'accord. Je pense que quand on explique simplement les choses, les gens ont besoin de comprendre, ce qui est complètement normal. Et voilà, mais ça veut dire que voilà, si dans un premier temps ils sont pas d'accord, peut-être faut repasser et peut-être que le pédiatre a aussi un petit peu plus de poids que l'infirmière pour réexpliquer le retard qu'on prendrait et du coup c'est délétère pour leur enfant
si jamais, mais bon, voilà. Et donc, en effet, après, on fait le test de la sueur et en fonction, on aura soit une forme classique, soit des formes atypiques avec parfois un test un peu qui n'est pas normal, avec une seule mutation. En tout cas, ces enfants-là seront pris en charge de toute façon. Et le conseil génétique sera donné là par l'équipe du CRCM directement aux parents. Alors, pour les enfants qui sont… donc, en effet, la mucoviscidose, on pourrait dire aussi, donc il y a une entorse, on fait de la génétique, et puis une entorse, ce n'est pas une maladie traitable, qu'on ne peut pas… on n'a pas de traitement curatif, mais les études ont démontré que si les enfants étaient traités et pris en charge très tôt par un centre spécialisé, on améliorait franchement leur espérance de vie. Donc, sur ces critères, le dépistage de la mucoviscidose a été rajouté il y a quelques années. Et aujourd'hui, alors il n'y a toujours pas de traitement curatif, mais il y a des nouveaux traitements, des modificateurs de la protéine CFTR qui arrivent et qui semblent très efficaces, donc qui renforcent encore plus l'intérêt d'un dépistage néonatal. Alors aujourd'hui, ces traitements ne sont pas autorisés chez les tout petits, mais ils semblent très bien fonctionner chez l'enfant. Il y a des essais là en cours à Lille et partout. Et donc peut-être que dans quelques années, ils seront autorisés avant que l'enfant ne soit symptomatique. Et donc il y a un avenir, il y a plein de choses qui évoluent dans ce domaine-là. Donc je dirais que le dépistage, il est encore plus justifié avec toutes ces avancées thérapeutiques. Aujourd'hui, la prise en charge précoce, donc c'est avant 6 semaines idéalement. Les résultats de tous ces tests dont on a parlé tout à l'heure, on les a en général même environ au bout d'un mois. Ça va permettre d'améliorer la qualité de vie, ça va réduire l'évolutivité de la maladie. Mais c'est important aussi que les enfants soient suivis dans un centre spécialisé. La prise en charge adaptée, elle va être en fonction de l'âge, en fonction des symptômes. C'est un trépied nutrition, kiné et antibiothérapie avec un suivi médical régulier. Alors, vous voyez ici la fréquence de la mucoviscidose donc, depuis qu'elle est mise en place en 2002, donc ça fait 20 ans. On a, pour les Hauts-de-France, 340 malades avec une fréquence de 1 sur 4200. Et donc, voilà la répartition de la fréquence des mucoviscidoses forme classique, avec pour la région de France une fréquence qui est dans les hautes. Et vous voyez, donc, pour la région, on a 3 CRCM, Dunkerque, Lille et Amiens. Pardon, j'ai pas mis mon micro, pardon. Dans la mucoviscidose, on n'a plus du tout de faux négatifs. Ils ne peuvent plus passer à travers les mailles du filet actuellement, comme on l'avait avec la trypsine. Maintenant, le fait de coupler trypsine et études génétiques, on ne passe plus à travers, quoi. Ouais, on n'a pas de faux négatifs. On a une histoire récente d'une maman qui était traitée, mais ça, les équipes spécialisées, elles ont réagi très vite. C'est qu'une maman était traitée par les nouveaux traitements. Et en fait, ça a négativé le test de l'enfant, mais on l'a fait génétique couplée et on a eu le… Donc, c'est voilà, des petites choses auxquelles il faut faire attention, mais non, on n'a plus de faux négatifs avec cette double analyse, d'où l'intérêt de la génétique, toujours. La dernière, maladie dépistée par le test de Guthrie par la biologie, c'est la petite dernière, déficit en MCAD, qui date du 1er décembre 2020. Alors, on est fiers de dire que ça y est, elle fait partie du panel de dépistage néonatal parce que la HAS avait validé ça en 2010 et donc on a mis un petit temps avant que ce soit mis en place parce qu'il fallait restructurer tout le fonctionnement du dépistage sur le territoire français et donc ça a été quand même un petit peu long, mais 1er décembre 2020, ça y est, MCAD a été rajouté au panel de dépistage. Alors, qu'est-ce que c'est MCAD? C'est l'anacronyme d'une enzyme qui s'appelle médium chaîne acyle-CoA déshydrogénase, donc bref, un peu compliqué, qui a un déficit d'oxydation des acides gras. On met en route notre oxydation des acides gras quand on est à jeun longtemps, c'est-à-dire que quand on est à jeun longtemps, on va mobiliser nos graisses pour fabriquer de l'acétone, donc ça c'est complètement normal. Et si on a un déficit d'une enzyme de l'oxydation des acides gras, comme la MCAD, et ben en fait quand on est à jeun, on ne va pas pouvoir transformer nos graisses en acétone, et donc on ne pourra pas faire d'acétone. Or l'acétone c'est le substrat énergétique de relais du sucre, et quand on est à jeun, si on n'a pas d'acétone, on est en défaillance multiviscérale. Donc c'est des maladies très graves, en situation de jeûne ou de stress.
Et pour le déficit d'oxydation des acides gras, vous voyez qu'il y a plein d'enzymes différentes. La M4, c'est la plus fréquente. La fréquence estimée en Europe, c'est 1 sur 15 000, mais en France, on ne connaît pas encore bien la fréquence puisqu'on commence le dépistage. C'est aussi une maladie génétique, autosomique récessive, et on a un marqueur de dépistage qui est un marqueur qu'on a facilement sur le Guthrie, qui est C8, mais voilà. Alors, cette maladie, avant le dépistage, donc en France, nous, il y a encore 2 ans, on avait ces malades, c'est-à-dire que c'était une maladie grave avec un risque de décompensation en période de jeûne ou en période néonatale, quand le bébé n'est peut-être pas très bien et qu'il se met en catabolisme en période néonatale, ou quand on a une infection, c'était classiquement la gastro du bébé de 8-9 mois qui d'habitude mange bien, prend encore un biberon la nuit et qui là, du coup, vomit, ne prend pas son biberon et qu'on retrouve en hypoglycémie sévère en contexte de jeûne, sans acétone, avec comme conséquence, vous voyez, une mortalité sévère, un taux de morbidité important par à la fois carence énergétique et puis accumulation de toxiques qui viennent de la voie des lipides, qui ont une toxicité cardiaque. C'est une maladie grave, potentiellement létale, qu'on peut très facilement prévenir. Et donc, c'est là que tout l'intérêt du dépistage néonatal, c'est-à-dire que la prise en charge de ces patients, c'est de la prévention. Il n'y a pas de traitement. Quand on a un résultat positif, évidemment, on contacte les parents. De la même façon que pour toutes les autres, on les fait venir. On fait un interrogatoire. Là, c'est urgent parce que la phase de période néonatale, c'est une phase de catabolisme et donc il faut qu'on soit très vigilant sur l'alimentation du nouveau-né. On vérifie l'examen du nouveau-né. Est-ce que l'alimentation se passe bien? On prélève des taux de contrôle. Et donc, la prise en charge, c'est la contre-indication du jeûne. Donc, c'est vraiment, je dirais là, une maladie à dépister par excellence puisqu'elle est facile à dépister et la prise en charge est simple. On contre-indique le jeûne. Les parents partent avec un certificat d'urgence qui, dès que l'enfant est malade, vomit, a 42 fièvres, ne veut pas manger, viennent aux urgences avec leur certificat d'urgence. Le bébé est perfusé tout de suite avec du sucre et quand il remange, il sort et comme ça, tout va bien. Il n'y a pas d'épisode de décompensation et on ne risque pas les formes très sévères qu'on connaissait, nous, jusqu'à aujourd'hui. Alors, la première année, un patient, bon, on était, voilà, mais là, on en a déjà 4, au moins 4 pour 2022. Donc, on va arriver à la fréquence probablement estimée à 1 sur 15 000 ou 1 sur 20 000. Il faut laisser encore un petit peu de temps. Ouais. Dans la prise en charge, dans ces contextes de stress, on va dire, des urgences pédiatriques, etc., est-ce qu'on peut imaginer que chez ces enfants dont on sait qu'ils ont besoin d'un apport sucré rapide, si on n'a pas d'opportunité d'hospitalisation rapide, au moins qu'on fasse intervenir ou une infirmière libérale, ou etc., enfin qu'on les perfuse, quoi. Globalement, c'est ce qui les sauve. Est-ce qu'il y a des débits particuliers? C'est-à-dire, il doit y avoir un taux de sucre à respecter. Donc, c'est forcément compliqué, mais au moins, on ne fait jamais de bêtises en lançant une perfusion. Après, il faut voir quel débit, etc. Est-ce que c'est jouable de faire ça en ville ou non? Vraiment, c'est une urgence absolue. Ils vont à l'hôpital et ça ne se discute pas. Alors, je dirais, chez le petit, c'est à l'hôpital parce qu'en fait, ils ont besoin d'un débit de sucre important. En fait, on va apporter le débit de sucre de la production hépatique de glucose de cet âge-là, c'est-à-dire des quantités de sucre qui sont en débit on met du G10 avec des ions, hein, donc des débits de PG10 importants. Et donc, le problème, après, c'est les voies veineuses. Voilà, donc, parfois, on met des nutritions entérales. Donc, le petit, je pense qu'il doit forcément aller à l'hôpital. Après, mais en fait, finalement, ils sont hospitalisés les 2-3 premières années quand ils sont en infection récurrente de bronchiolite, d'otite, d'angine, de gastro. Et puis après, en général, on n'entend plus parler, on les suit en consulte et on ne les voit plus. Donc, je dirais que petit, c'est quand même en milieu hospitalier. Alors après, nous, on fait tout pour que ça, c'est-à-dire que forcément, on les connaît, puisque tous les malades dépistés pour des maladies métaboliques sont forcément vus dans un centre de référence ou de compétences, donc ils sont connus des services. On leur met un certificat d'urgence et nous, on dit bien aux parents que si ça ne va pas, ils nous appellent et ils ont le certificat d'urgence. Donc, on prévient les urgences. Ils vont avec leur certificat d'urgence et c'est des gens qui sont prioritaires. Donc, en fait, alors je sais bien qu'on n'aime pas aller à l'hôpital, mais voilà, les risques sont quand même importants s'ils ne sont pas perfusés suffisamment, si la voie saute, et chez les petits, remettre des voies veineuses, ça peut être compliqué. Donc, je pense que les petits, c'est plutôt les urgences, même si personne n'aime ça. Et nous, on essaie de faire que ça se passe au mieux. On est d'astreinte tout le temps, donc on prévient les urgences. Les parents nous appellent et on essaie de faire un circuit rapide pour qu'ils ne traînent pas. Mais...
Ouais. Mais c'est une hospitalisation locale, ça ne viennent pas dans le centre au CHU, ils ne sont pas à 150 km s'ils habitent. Alors, du moment qu'ils ont, dans ces cas-là, s'ils sont loin, on peut, nous, tout à fait, le certificat d'urgence, il est clair, c'est le débit de perf, donc ils peuvent aller près de chez eux avec le certificat, et nous, on appelle les services de proximité pour être sûr que tout soit bien compris et clair, et voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible pour ces maladies-là pour lesquelles il n'y a pas de régime. Quand c'est des maladies à régime un peu plus compliquées dans les nouvelles qui arrivent, là, on va en parler après si vous voulez, là, c'est plus difficile, mais là, en effet, les parents vont dans les hôpitaux périphériques avec leur certificat. Voilà, donc là, on a vu l'historique du dépistage et puis quelles maladies ont dépisté aujourd'hui, pourquoi, voilà, quel est l'avantage majeur de les dépister. Et puis maintenant, on voulait juste vous refaire un petit organigramme du fonctionnement du CRDN. Donc le CRDN, c'est le Centre régional de dépistage néonatal. La coordination se fait au CHU de Lille, donc avec Maxime Oudaillé qui est le coordinateur administratif. Et puis on a une équipe de 4 secrétaires. Et puis il y a une antenne à Amiens, avec un laboratoire et un secrétariat, et puis le laboratoire de Lille et le secrétariat de Lille. Le CRDN, en fait, il est sous la tutelle de l'ARS qui finance le programme de dépistage, et puis sous l'autorité du CNCDN, Centre national de coordination et dépistage néonatal. Mais le CRDN, c'est le centre, vous voyez, entre l'interaction entre les familles, les médecins traitants, les maternités, les médecins référents qui vont prendre les enfants en charge, et puis le laboratoire, et parfois aussi avec d'autres CRDN pour certaines analyses. Donc, c'est le pivot de toute cette organisation du dépistage néonatal. Alors, là aussi, on a parfois besoin de vous solliciter, vous, les médecins libéraux et les sages-femmes libérales. Alors déjà, voilà, ceux qui sont là, je pense que c'est important de refaire des petits points d'information parce que voilà, de bien savoir expliquer aux parents, d'avoir réécouté tout ça. Pour toujours pouvoir répondre aux questions, parce que les parents ont peut-être des questions aussi quand ils rentrent à la maison, quand on les appelle pour un résultat positif. Et puis parfois, le fameux buvard, il est à la maternité, il n'est pas bien rempli. Et donc nous, le laboratoire nous dit, non, prélèvement insuffisant, le buvard n'est pas rempli. Donc, problème pour le bébé, ça veut dire qu'on perd du temps. On ne va pas avoir son résultat d'analyse à J8 comme on aimerait pour certaines maladies. Et puis, on va devoir demander un contrôle de ce papier buvard qui sera fait en ville. Alors, soit les parents retournent à la maternité, soit ils vont voir leur médecin traitant, soit ils appellent leur sage-femme. Donc ça, ils ont libre choix. Nous, on envoie la demande au médecin traitant avec le matériel au médecin traitant pour faire un Guthrie de contrôle puisque le premier ne va pas être analysable. Alors, on vous a mis des petites photos avec des prélèvements de bonne qualité recto-verso. Bonne qualité ou de mauvaise qualité. En fait, ce qui est vraiment important, c'est que le sang transperce en fait le papier buvard, puisque vous voyez que les petits trous là, c'est le laboratoire. Le laboratoire fait des punches, donc perce le papier buvard. Et si le sang ne transperce pas le papier, on va avoir une sous-estimation des valeurs, et donc la technique ne va pas être analysable. Donc voilà, les prélèvements de bonne qualité, c'est pas forcément que le rond soit complètement rempli. Il faut une grosse tâche et qui transperce. Voilà. Et donc là aussi, si vous avez besoin de tests de Guthrie, de documents, vous n'hésitez pas à contacter le CRDN. On va vous remettre toutes les informations à la fin. Alors, le déroulé, en fait, voilà, l'infirmière ou la puéricultrice ou la sage-femme prélève le talon du nouveau-né. Ce prélèvement part au CRDN où il est enregistré. Donc là, en moyenne, vous voyez, c'est 4 jours, c'est les recommandations. Le secrétariat du CRDN envoie au laboratoire qui va mettre en route les analyses. Souvent, on a les résultats le lendemain matin. Le laboratoire, s'il y a un résultat anormal, là aussi, c'est ce qu'on explique aux parents. Si pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors après, on va voir que les délais vont changer un petit peu avec les nouvelles maladies, mais à ce jour, pas de nouvelles, bonne nouvelle pour le dépistage. S'il y a un souci, le laboratoire appelle le secrétariat du CRDN qui prévient le médecin référent d'un enfant à convoquer. Alors, il y a des délais à respecter. Vous voyez bien que tout est hyper organisé parce que dans les prises en charge urgentes, on a dit en effet syndrome de perte de sel, phénylcétonurie, MCAD, il faut aller vite au traitement. Donc, chaque étape est importante. Et donc, en fait, le prélèvement, c'est à partir de 48 heures de vie. Et plus ça va, plus on dit plutôt proche de 48 heures de vie que 96.
Et puis l'acheminement. Donc l'acheminement, dans la région, on a mis pas mal de navettes en place qui permet d'accélérer ce délai d'acheminement et qui fait qu'on est quasiment dans les clous pour les 4 jours, sauf dans les week-ends, avec des week-ends un petit peu prolongés ou des jours fériés. Mais donc bien veiller à ce que les buvards soient envoyés chaque jour, le jour de la réalisation, en tout cas dans les maternités. L'enregistrement se fait rapidement et les résultats sont en général entre J8 et J10, ce qui est recommandé pour l'ensemble des maladies. Voilà pour tout ce qui est biologie. Un petit mot sur le dépistage de la surdité permanente néonatale. On a un arrêté d'avril 2012 qui est relatif à l'organisation et à la généralisation de ce programme de dépistage avec un cahier des charges qui est accessible pour les Hauts-de-France, qui a été refait récemment. Et donc qui reprend les étapes du dépistage avec un premier test en OEA ou en PEA, mais toujours en PEA s'il y a des facteurs de risque. Si c'est normal, on s'arrête. Si c'est non concluant, on refera le test à la maternité avant la sortie de l'enfant. Si le résultat est normal, on arrête. Si le résultat est suspect, on demande un contrôle qu'on en appelle un T3, qui sera soit dans la maternité, si il y a la possibilité de l'organiser, soit dans un service d'ORL. Donc, ce contrôle-là, qu'on appelle le T3, parce qu'on a le premier, on a le deuxième à la maternité avant la sortie, et le T3, qui est celui qui sera le contrôle final, doit être fait dans le premier mois de vie, toujours en PEA, avec un examen otoscopique. Et celui-là nous dira, soit on normalise les 2 oreilles, et dans ces cas-là, on arrête le suivi en disant toujours aux parents que, mais ça c'est ce qu'on dit à tous les parents, même à la sortie de maternité, que si les tests auditifs sont normaux, il faut rester vigilant sur le développement de l'audition de l'enfant. Et si la suspicion persiste, il faut que l'enfant soit vu par un ORL spécialisé avant l'âge de 3 mois. Alors, les chiffres pour les Hauts-de-France, vous voyez qu'il y a 12% d'enfants suspects au premier test, 4% qui restent suspects à la sortie de maternité, ça fait 2500 enfants encore. 2 tiers de surdité unilatérale, 1 tiers de bilatérale, ce sont vraiment les bilatérales qui sont les plus inquiétantes, bien sûr, et que finalement, ce T3, il permet dans 76% des cas de normaliser l'audition. On a quand même pas mal de perdus de vue. Au final, pour la région, vous voyez, 47 enfants sourds sur 65 000. Alors, on a encore pour la surdité, on a toujours un peu de retard à récupérer toutes les informations. En général, on est à 1 sur 1000 à peu près au diagnostic final en fréquence. Alors, l'intérêt du dépistage, mais ça, je pense que vous êtes tous informés et convaincus, c'est qu'un enfant qui va être repéré très tôt aura une prise en charge adaptée qui lui permettra d'avoir une meilleure perception des sons et de comprendre et d'apprendre plus facilement avec des scolarités normales. Pour les ORL, dans l'idéal, la surdité profonde bilatérale, donc la forme sévère, doit être appareillée à partir de 4 mois et les implants dans l'idéal avant 18 mois. En cas de suspect en sortie de maternité, vous avez vu que finalement, après, le T3, il normalise beaucoup. Donc, c'est important quand même aussi de rassurer les parents pour leur dire que c'est souvent le cas. Parfois, on n'arrive pas à valider des tests à la sortie de maternité. Plutôt les rassurer, mais vraiment s'assurer aussi qu'ils aillent au rendez-vous de contrôle pour conclure. Ça, c'est là où on a plus de mal à avoir les conclusions définitives, c'est pour le dépistage de la surdité. On a parfois, dans des populations un petit peu particulières, dont les parents sont eux-mêmes sourds, Ouais. quelques difficultés parce qu'ils considèrent que certes c'est un handicap, mais pas toujours d'ailleurs. Et ils disent oui, on ira, et puis finalement c'est pas si facile que ça. Comment faire avec est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des éléments un petit peu plus aidants, parce que oui, les études montrent que c'est mieux de le faire, mais eux ils considèrent pas toujours que c'est un handicap, c'est une particularité, mais enfin voilà. Est-ce qu'il y a des trucs sur ça? Est-ce que vous avez des retours? Alors ça, j'ai pas de retour. Je sais que ça a été les associations de patients se sont beaucoup opposées au dépistage de la surdité de patients sourds de la surdité parce qu'en effet, ils considèrent que c'est une particularité et pas un handicap. Après, je pense qu'il faut qu'ils soient informés. On peut pas obliger les gens, à part leur dire que ça, voilà, les choses sont quand même plus faciles pour un enfant qui pourra entendre pour sa scolarité, pour son devenir. Après, il faut qu'ils aient l'information. Je pense qu'on peut pas. C'est comme tout le reste, on propose et on peut pas, il y a rien d'obligatoire. Mais les résultats, en tout cas sur les appareillages, sont bons quand on y a accès.
Et donc, pour terminer, les maladies à venir. Alors, j'étais encore dans l'expectative jusqu'à il y a quelques heures, mais apparemment, le décret va passer. Donc, c'est la journée du scoop entre la drépanocytose et l'extension. Alors, on a travaillé avec l'HAS en février 2020 pour l'extension du dépistage sur des maladies héréditaires du métabolisme, qui sont faites dans beaucoup de pays d'Europe depuis de nombreuses années, qui sont là, alors des noms probablement un peu inconnus, mais qui ont tout leur sens sur la prise en charge qu'elles demandent et l'évolution favorable que cela va permettre. Donc, à partir donc a priori, c'est validé, le décret va sortir pour une mise en place en janvier 2023, donc c'est demain. 7 nouvelles maladies héréditaires du métabolisme rajoutées au panel de dépistage néonatal. Donc là aussi, on refera, maintenant que apparemment la date est sûre, on va refaire une réunion d'information pour le personnel de maternité, les pédiatres, les sages-femmes et les puéricultrices pour bien réexpliquer les grandes lignes de ces traitements. Dans le petit fascicule qui sera remis, probablement, on ne va pas détailler toutes les maladies, parce que ça va peut-être être un peu anxiogène, et de toute façon, c'est des maladies très rares. Mais en tout cas, expliquer qu'il y a une extension qui va se faire. Ce sont des maladies, donc leucinose, homocystinurie classique, tyrosinémie type 1, acidurie glutarique de type 1, acidurie isovalérique, une autre déficit d'oxydation des acides gras et le transporteur de la carnitine sont des maladies pour la plupart d'intoxication aux protéines, c'est-à-dire que quand l'enfant est alimenté avec un lait normal, il va s'intoxiquer avec un acide aminé qui donne probablement souvent des conséquences neurologiques, parfois graves. La leucinose, les enfants peuvent être très rapidement dans le coma. L'acidurie glutarique, c'est des enfants qui ont des atteintes neurologiques aiguës sévères qu'on peut prévenir avec un régime mis en place précocement. Donc, toutes ces maladies, elles ont un vrai intérêt. Et de toute façon, ça avait été travaillé vraiment. On a rajouté que les maladies pour lesquelles il y avait un traitement, une prise en charge spécifique et efficace. La petite entorse encore aux critères de Wilson, vous le voyez, c'est la fréquence. C'est 1 sur 150 000, 1 sur 200 000. Donc, on en aura pour les Hauts-de-France un par an, un tous les 2 ans. Donc, très rare. Après, toutes les équipes se mettent en place pour pouvoir accueillir ces patients. C'est tout un. Donc là, il y a un gros travail de la filière maladies métaboliques, des centres de dépistage pour qu'on soit prêt en janvier, puisque du coup, c'est janvier, mais on sera prêt. Et donc, et tous ces enfants seront, s'ils sont dépistés, pris en charge dans un centre de référence ou un centre de compétences de la région, donc Lille ou Amiens, forcément, en tout cas pour la prise en charge et le début des soins. Pour ces maladies à venir, il faut vraiment qu'on soit bon dans le moment du prélèvement, puisque là aussi, il faut vite qu'on ait les résultats, que l'envoi des prélèvements soit régulier, qu'on réduise les délais au maximum, centre de référence aux compétences, et puis tout ça en lien, évidemment, tous ensemble avec la médecine de ville, les kinés, les infirmiers libéraux pour les suivis de tests, etc. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé ou endormi, mais et puis voilà, sur la fin de la diapo, mais que vous aurez facilement, on a mis tous les liens utiles avec le CNCDN. On a fait des petites vidéos avec le CRDN pour expliquer comment faire bien le test de Guthrie, l'acheminement. Donc ça, c'est plutôt pour les maternités. Et une vidéo pour les parents qui va défiler dans les salles d'attente d'obstétrique. Pour l'instant à Jeanne de Flandre, mais qu'on va évidemment donner à toutes les maternités de la région, qui explique aux parents voilà, ce qu'est le dépistage néonatal, le site de l'HAS, et puis une revue de médecine et sciences qui est bien faite sur toute l'historique et chaque maladie très en détail si vous voulez plus d'informations. Et voilà, et je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Alors, d'abord, merci pour cette présentation très claire. Pour te rassurer, Karine, les gens qui s'étaient connectés ne sont pas partis pendant l'exposé, donc manifestement, c'est que ça leur plaisait. J'ai essayé de poser, moi, à titre personnel, les questions que j'avais au moment où elles venaient, et je ne vois pas grand-chose arriver dans les questions. Du coup, Ah, il y en a une qui arrive. Du coup, on va la poser, du coup. Merci pour cet exposé. Petite question. Vous disiez que pour l'hyperplasie congénitale au niveau des surrénales, il y a beaucoup de faux positifs chez les prépas et qu'en fait, on ne sait pas le test. Alors, est-ce que c'est un test qui est fait ultérieurement? Oui.
Oui, alors on a dit qu'on ne le faisait plus chez les prémas parce qu'en fait, ils sont hospitalisés et que le syndrome de perte de sel ou la virilisation, finalement, serait vu cliniquement par les médecins réanimateurs et qu'au lieu d'avoir tous les faux positifs, donc on fait un taux avant la sortie et sinon ils sont hospitalisés et ils sont vus cliniquement pour les syndromes de perte de sel. On a une seconde question. Quel est le coût d'un test, par simple curiosité? On est à moins d'une dizaine d'euros par enfant. Au niveau national, le dépistage néonatal, ça représente 20 millions d'euros par an pour 700 000 naissances. Donc c'est vraiment peu. 3,50, non? Ouais, Ah. je- Alors oui, il y a un tarif de base qui doit être de 3,90 et puis après, ça dépend si on fait la biologie moléculaire, si on a besoin d'un contrôle ou pas. Et puis l'extension là, avec les nouvelles maladies, ça rajoute 2,80 pour les 7 maladies en plus. Les 7 maladies, j'ai pas dit, on ne fait pas de rond supplémentaire en fait. Maintenant, on a des machines qui permettent on pourrait dépister beaucoup, beaucoup plus de choses avec toujours nos 5 tâches là. Donc il n'y aura pas de en fait, sur la maternité, pour la puéricultrice, ça ne change absolument rien. C'était une des questions qui était posée, hein, est-ce qu'il faudra repiquer ou piquer plus pour dépister les nouvelles maladies? Donc la réponse, elle vient d'être donnée. Elle est non. Pour les gens qui n'ont pas entendu les questions précédentes, en fait, il y a des questions sur le replay, mais ça, on le dit dans la réponse aux questions, hein. Chaque participant aura accès au replay, ça, c'est pas un souci. Je vais quand même confirmer ça, mais on a l'accord du docteur Mention que ce soit diffusé un peu ailleurs parce que s'il y a d'autres collègues qui n'ont pas réussi à le voir, etc., je trouve que le topo étant très intéressant, clair, synthétique, et je vois pas pourquoi. En plus, on n'a pas dit de bêtises, etc., donc ça ne pose aucun souci pour que ce soit diffusé. Enfin, jusqu'à présent, on coupera à la fin si jamais on dit des bêtises d'ici là, mais donc il n'y a pas de raison. Donc oui, vous pouvez diffuser cette information, je pense que c'est important. Nous avons une autre question. À partir de combien de temps pouvons-nous rassurer les parents sur l'absence de résultats positifs? Alors, vous avez vu, il y a plusieurs étapes pour le dépistage pour les résultats. Donc, c'est bon? Ouais. C'est bon, c'est juste, on veut voir ta tête, on va couper le diaporama, comme ça on va se voir. Ok, ouais. Oui, c'est plus sympa, c'est vrai, mais tout le monde peut se voir. Donc, en fait, les maladies urgentes pour lesquelles on a les résultats, c'est J8, J10. Alors, il faut se dire J12. Mucoviscidose, c'est avant 6 semaines. Drépano, c'est avant 8 semaines. Donc, complètement rassurant, je dirais 2 mois quand même. C'est vrai que parce qu'on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, et puis on dit souvent une semaine, 15 jours. En fait, une semaine, 15 jours, pour les maladies urgentes, on aura eu les résultats. C'est ça qu'on veut. Par contre, pour la mucoviscidose, si la trypsine elle est élevée, par exemple, ben après, on fait la biologie moléculaire. Et donc ça, la biologie moléculaire, on va l'avoir dans un petit peu plus de temps. Donc ben là, on est encore dans l'incertitude à 3 semaines, 1 mois. Donc je pense que, et la drépano, c'est des séries, donc ça peut être un petit peu plus long aussi. Donc peut-être pour être vraiment sûr de ne pas se tromper et peut-être un peu plus large, on pourrait dire 2 mois. Et puis, vous verrez, on en reparlera à l'occasion, mais avec l'extension aux nouvelles maladies, on va demander aussi des marqueurs de confirmation et tout ça. Je pense que 2 mois pour tout ça, on est bien. Pour les urgences, mais pour les parents, nous, alors moi, je m'occupe de la phénylcétonurie et du M4. Pour l'instant, quand j'ai une annonce de dépistage à faire, les parents, quand on les appelle, en fait, la seule maladie qu'ils connaissent, c'est la mucoviscidose. Et c'est vrai que quand on les appelle, tout de suite, ils nous disent «Ah, est-ce que c'est la mucoviscidose?» Donc en fait, celle-là, ben, elle est un peu plus longue pour avoir les résultats. Donc si on veut vraiment se dire on les rassure et ils ne s'inquiètent pas, c'est 2 mois. Oui, si je déroule pas, je vais pas voir les autres questions, en fait. C'est ça qui est en train de m'être dit.
Je cherche les questions. Non, mais en fait, c'est juste qu'en haut. Voilà, non. Non, mais on a dit ça, qu'il n'y avait Donc pas pour les besoin nouvelles qu'il y ait plus. maladies, les mêmes synchros qu'aujourd'hui, on peut tout dépister. Pour les nouvelles maladies, il y en aura une ou deux où on pourra demander un contrôle. C'est ce qu'on fait par exemple pour la mucoviscidose aujourd'hui. Si on a une trypsine élevée et que les parents n'ont pas voulu la biologie moléculaire par exemple, ou en fonction du taux de départ, on demande un contrôle à 3 semaines. Et donc, dans les nouvelles maladies, il y aura une ou deux maladies où on demandera peut-être un contrôle à 3 semaines. Donc, peut-être qu'on vous sollicitera un petit peu plus quand même sur un contrôle à 21 jours pour les nouvelles maladies. Mais en tout cas, pour le bébé, à la maternité, c'est un pic et c'est le même nombre de tâches remplies. Alors, il y a une question pour savoir si la foudre peut tomber 2 fois au même endroit. C'est-à-dire, est-ce que ça arrive qu'il y ait des enfants qui aient 2 dépistages positifs pour 2 maladies ou plus, malheureusement. J'imagine que statistiquement, ça doit être possible, mais que dans la vraie vie, ça ne doit pas trop arriver. Alors, pour des maladies du dépistage, en tout cas, j'ai pas connaissance qu'on ait déjà eu des enfants avec 2 maladies qui sont toutes quand même compliquées. Mais alors, on a des familles, pour d'autres raisons, qui ont des enfants avec 2 maladies génétiques. Donc, ça pourrait arriver, mais en pratique, non. Pas encore, pas vu, pas entendu. Mais c'est pas impossible. Mais on espère que non. On a une question pratique. En tant que sage-femme libérale, on nous pose sur Jeanne de Flandre ne nous fournit plus les lancettes. Est-ce qu'il est possible de se fournir auprès du centre de dépistage? Alors ça, on en a déjà discuté avec la maternité. En effet, au départ, je pense que c'était la maternité qui fournissait les lancettes. Et puis après, dans le forfait, je crois, de prise en charge de la sage-femme libérale à domicile du nouveau-né, je crois que la lancette fait partie c'est ce qu'on nous avait répondu, hein, fait partie du forfait. Alors là, c'est très, très... donc nous, on en fournit pour les contrôles. Après, je ne sais pas si on pourrait fournir toutes les sages-femmes libérales. En tout cas, si vous n'en avez pas, vous nous appelez, on vous en envoie pour vous dépanner. Après, il faut sûrement trouver... on avait donné les références, en tout cas, je ne sais plus, on avait déjà redonné les références des lancettes de maternité à une sage-femme libérale, ou peut-être qu'on peut le faire passer par Madame Lecoq pour que vous ayez les bonnes références. Après, si vous n'en avez pas, parce que vous avez un bébé à piquer, évidemment, vous appelez le dépistage et on en envoie. Hein. Mais on ne va pas pouvoir, je pense, fournir toutes les sages-femmes. On va se faire taper sur les doigts par les finances, nous. Attention, on est... Non, on a, en fait, en maternité, on disait avant, il faut au moins un temps de 48 heures Oui, pour faire le test. Et donc, on a cette question qui dit, si on refuse de réaliser le dépistage à J2 parce qu'on a peur de faux positifs, c'est pas justifié. Je pense qu'on peut préciser un petit peu ça parce que alors, 48 heures, c'est quand même la limite. Avant, c'est un peu... Oui, avant, on rate surtout les hypothyroïdies. Donc, en fait, c'est à partir de H48, pas avant, parce qu'on aurait des faux négatifs. Donc, on rate des patients. Donc, non, pas avant H48. Et de toute façon, si vous envoyez un buvard fait avant H48, l'œil de lynx du dépistage, toutes les secrétaires, elles vérifient, on vous demande l'heure de naissance et l'heure de prélèvement. C'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'il faut que ce soit plus que H48 parce qu'on pourrait rater les patients. Donc c'est H48. Ici, il y a des sorties précoces, c'est avec les sages-femmes libérales, mais c'est pas avant H48 pour cette raison-là. Hein. C'est surtout l'hypothyroïdie avec la TSH qui monte à partir de H48, donc on raterait des patients. Il y a certains pays, si vous regardez, qui font H24, mais en fait, dans ces cas-là, ils font H24 et ils refont un deuxième dépistage à J8, J10. Donc, en fait, les bébés, ils sont piqués 2 fois. Là, c'est plus compliqué. Donc, nous, c'est après H48. Et pareil, dans le cadre de l'hypothyroïdie, il y a certaines maternités qui avaient pris l'habitude, chez les mamans qui étaient hypothyroïdiennes ou hyperthyroïdiennes, de faire directement un bilan thyroïdien à l'enfant à J3, en plus du Guthrie, ce qui normalement dans les recommandations ne fait plus partie des recos. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous voyez encore? Est-ce que, en tout cas, ça ne doit pas forcément faire partie
de quelque chose qui doit être fait, puisqu'on dit il faut faire un diagnostic précoce, mais avec le test de Guthrie, fait dans de bonnes conditions, acheminé dans de bonnes conditions, on n'aura pas de souci, il n'y a pas de raison de doubler les examens. Alors là, comme je suis pas endocrino pédiatre, je suis pas sûre de la réponse que je pourrais revérifier et vous faire passer, mais le test, il va doser que la TSH. Donc, est-ce que sur une maman traitée, ils auraient besoin d'autres marqueurs? Ça, je sais pas. Je peux pas vous répondre. Je peux faire passer la réponse, mais aujourd'hui, je l'ai pas. Alors, j'ai l'impression qu'on a... Ah, hop, non. Pas de nouvelles questions, je crois pas. Je laisse encore quelques minutes au cas où, hein, pour les gens qui se réveilleraient au dernier moment pour poser une question ultime. En tout cas, les commentaires sont unanimes, c'était très clair. Merci encore pour cet exposé. Tu voulais rajouter quelque chose Non, je voulais dire que nous, on était très contents de pouvoir échanger avec vous. Au début, j'avais demandé si on pouvait avoir vos visages pour échanger et répondre aux questions. En présentiel, peut-être un jour, ce sera encore mieux, mais enfin déjà en visio, de pouvoir nous donner ce temps qu'on puisse consacrer au dépistage et puis échanger avec vous, parce qu'en tout cas, il y a un historique, il y a un passé à Lille et qu'on veut maintenir, c'est que vraiment, on travaille en lien avec la médecine de ville, avec les médecins généralistes et les pédiatres, bien sûr, mais ça, on travaille tout le temps ensemble. Les médecins généralistes, c'est vrai, font partie pour nous de la prise en charge des enfants, alors côté dépistage et aussi côté prise en charge. Et donc, je pense que ce lien, il est vraiment important à conserver. On n'a pas toujours l'occasion, rarement l'occasion d'échanger ensemble. Donc, en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir pu parler du dépistage des 50 ans, parce que c'est quand même quand on repense au début de l'histoire, un défi incroyable qu'ont lancé les pédiatres à l'époque. Et donc, et aujourd'hui, on bouge. On était peut-être un petit peu en retard sur les maladies à dépister, mais là, vous voyez que ça avance vite là ces dernières années. Donc, mais on a besoin il faut que vous ayez les informations, vous aurez les parents, vous aurez les questions, et puis que vous sachiez où nous trouver s'il y a encore des questions ou des renseignements que vous voulez, que vous nous contactiez par le CRDN sans aucun souci, avec plaisir. Je crois qu'on va rester sur ça. C'est toujours très agréable de se rendre compte qu'il y a des collaborations hospitalo-libérales, que quand on s'entend bien et que ça se passe bien, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Si la pédiatrie peut être le fleuron de ça, moi, ça me ravit, évidemment, mais je sais très bien qu'avec nos collègues de ville en médecine générale, on travaille de plus en plus main dans la main, et c'est notre envie ici à l'URPS de faire du lien pour que pour les petits loups ça se passe bien. Donc voilà, je remercie encore tout le monde pour vos participations actives. On va en rester là, je crois, pour ce soir. S'il y avait des questions qui devaient arriver secondairement, bien sûr, on les transmettrait et on vous ferait part de tout ça. La vidéo de ce soir est donc accessible en replay. De mémoire, il y a un lien qui reste en fait. Donc, si vous l'avez reçu celui-là, quand vous allez vous reconnecter dessus, hop, vous reprenez tout. Vous pouvez écouter ça tous les soirs. Et normalement, vous en recevez un après la réunion. Donc, pas de difficulté. Si jamais il y en avait, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'URPS. Voilà, je vous souhaite à tout le monde une excellente soirée et au plaisir de vous revoir sur d'autres webinaires. Voilà, au revoir à tout le monde. Bonsoir. Merci, au revoir. Bonsoir.